Dans ce module, nous allons aborder les types d'échantillonnage et la manière simplifiée de calculer la taille d'un échantillon. Alors, si on reprend, je dirais, la terminologie de l'échantillonnage, on doit se mettre d'accord sur certains termes communs. D'abord, lorsqu'on parle d'échantillonnage, on parle de population. La population, c'est l'ensemble complet des éléments auxquels on souhaite extrapoler les résultats de l'enquête. Et donc, une enquête épidémiologique est bien sûr impossible à réaliser dans l'entièreté de la population. C'est pour ça qu'on va constituer des échantillons. Les échantillons sont formés d'une partie des personnes qui constituent la population mère et qui sont sélectionnées donc dans cette population. Et pour les sélectionner, on a besoin d'une base de sondage. C'est une liste d'éléments, de personnes, à partir de laquelle on sélectionne l'échantillon. Et on va avoir ce qu'on appelle des étapes de sondage. On va avoir des échantillonnages à une étape, à deux étapes de sondage. Par exemple, la première étape pourrait être, je prends une liste de villes ou de communes et je tire au hasard ces communes. Et puis dans les communes tirées au hasard, j'ai la liste des habitants et c'est la deuxième étape de sondage. Je tire aléatoirement des habitants dans ces communes sélectionnées. Alors la base de sondage, c'est bien un ensemble dont un échantillon est tiré. Donc une base de sondage, c'est une liste, et donc dans cette liste, chaque unité se trouve. Donc toutes les personnes susceptibles d'être intégrées dans l'échantillon se trouvent dans la base de sondage. Il ne doit avoir aucune duplication, le fait que des personnes se retrouvent par exemple 2 fois dans la liste. Chaque unité doit être bien définie et distincte des autres unités, elle doit être unique. Par exemple, la liste de l'ensemble des villes de votre région, de votre pays, la ville ou la commune ne doit apparaître qu'une seule fois. Et bien sûr, cette liste doit être à jour. Alors, lorsqu'on parle d'un sondage à plusieurs degrés, on utilise bien sûr une hiérarchisation. Exemple, lorsque je sélectionne des personnes dans des ménages qui peuvent être tirés dans des districts de santé ou dans des régions sanitaires ou dans des provinces. Donc d'abord, je sélectionne les régions, les districts ou les communes, et puis dans les communes ou les districts sélectionnés, je sélectionne des ménages. Donc c'est une base de sondage à 2 niveaux de sondage. Alors en termes de niveau hiérarchique, ces niveaux s'appellent des degrés. Donc on a les unités de premier degré qu'on appelle les unités primaires d'échantillonnage, par exemple la liste des communes, et puis on a les unités de second niveau qui s'appellent les unités secondaires, par exemple au sein des communes sélectionnées les ménages, et puis les dernières unités s'appellent les unités finales d'échantillonnage, par exemple au sein de ces ménages sélectionnés des personnes. Alors, toujours dans les définitions des mots-clés de l'échantillonnage, on a ce qu'on appelle les sondages probabilistes, c'est-à-dire que chaque personne de l'échantillon a une probabilité connue d'être sélectionnée dans l'échantillon. Les sondages non probabilistes, qui sont des sondages basés sur le jugement, telle une personne peut être incluse dans l'échantillon si elle est représentative, donc on appelle ça aussi la méthode des quotas. Donc on ne peut pas définir une probabilité de sélection pour chaque élément de la population, donc c'est bien non probabiliste. Et puis on a aussi les méthodes d'estimation. Donc à partir des résultats obtenus dans l'échantillon, les conclusions seront tirées pour la population grâce au calcul des estimateurs. Quoi qu'il en soit, dans les méthodes quantitatives, on va surtout travailler avec des sondages probabilistes et sur base de ces sondages probabilistes, on va calculer des estimateurs et ces estimateurs pourront alors être, je dirais, transposés à une population générale grand N. Alors, il y a 4 grandes catégories de méthodes d'échantillonnage, sans doute que vous les connaissez déjà, que vous les avez peut-être déjà utilisées dans votre pratique. On va travailler bien sûr avec des échantillons probabilistes. On a l'échantillonnage aléatoire simple, l'échantillonnage systématique, l'échantillonnage aléatoire stratifié et enfin l'échantillonnage en grappe. Et donc, je vous propose maintenant de les voir systématiquement un par un et voir aussi les avantages et les inconvénients de chaque méthode d'échantillonnage. Le premier est l'échantillonnage aléatoire simple. Donc vous prenez votre population grand N, l'ensemble de la population d'un pays, et sur base de nombres aléatoires, et vous connaissez donc déjà la taille de votre échantillon, vous avez besoin d'un échantillon de 1000 personnes, et bien vous allez, sur base d'une table de nombres aléatoires ou d'un logiciel qui va vous donner 1000 nombres aléatoires, vous allez, sur base d'une liste complète de l'ensemble de votre population N, tirer un échantillon de 1000 personnes de façon aléatoire, c'est l'échantillon petit n. Donc chaque échantillon de taille petit n a la même probabilité d'être sélectionné dans la population mère. Et le nombre t d'échantillons de n éléments qui peuvent être sélectionnés dans la population est représenté
par la formule ci-dessous. Alors ça n'a pas beaucoup de sens de le calculer, bien sûr, si ce n'est de bien se rendre compte que chaque échantillon qu'on tire de la population grand N a des caractéristiques particulières. Bien sûr, les échantillons ne sont pas identiques, ce sont bien à chaque fois des personnes différentes ou des groupes de personnes différentes qui sont repris dans chaque fois les échantillons différents. Et donc, bien sûr, c'est ce qui va faire, je dirais, la variation des estimations en fonction du type d'échantillon qui est tiré et qui est la base de votre analyse statistique et épidémiologique. Alors, l'échantillonnage aléatoire simple, comment est-ce qu'on sélectionne les individus? Donc d'abord, on construit une liste, une base de sondage de n unités de la population et on attribue un nombre de 1 à n à chacune des unités. Donc on a bien une liste, une base de sondage complète, exhaustive, avec le premier individu jusqu'au dernier individu ou la première unité jusqu'à la dernière unité. On utilise alors un processus aléatoire pour générer n nombres, donc n, petit n c'est la taille de l'échantillon, on verra plus tard comment on la calcule, mais ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 5000, et donc on va donc sélectionner aléatoirement entre 1 et grand N le nombre de personnes susceptibles qu'on doit avoir dans l'échantillon, afin d'identifier donc tous les individus de cet échantillon. Et la probabilité de sélection de n'importe quel élément est égale à petit n, la taille de l'échantillon que vous aurez calculé, sur grand N, qui est la taille totale de la population mère. Alors, la deuxième méthode d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage systématique. Donc, ça consiste à choisir des éléments de l'échantillon en parcourant la base de sondage progressivement et en sélectionnant les éléments régulièrement, à intervalles fixes, le pas, on appelle ça le pas d'échantillonnage, le premier élément étant choisi aléatoirement. Donc, vous avez votre base de sondage qui est entre l'individu 1 et l'individu grand N, et vous allez calculer le pas d'échantillonnage, qui est le petit k. Comment est-ce qu'on le calcule? K est égal à grand N, la population totale, sur petit n, la taille de l'échantillon. Et donc, ainsi, vous allez sélectionner petit à petit des individus dans toute votre base de sondage. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment on réalise? Donc la première chose, c'est qu'on définit donc le pas d'échantillonnage. Donc on calcule le k, c'est donc grand N sur petit n, et on choisit alors un point de départ i aléatoire entre 1, le nombre 1, et le pas d'échantillonnage. Et ce nombre aléatoire, on va le choisir avec une table de nombres aléatoires ou un logiciel qui va vous donner un nombre choisi au hasard. Et alors on inclut dans l'échantillon tous les éléments identifiés en ajoutant successivement la constante k, le pas, au nombre de départ. Et ainsi de suite, vous allez comme ça recruter le premier individu, qui est le nombre aléatoire petit i, et puis le second individu qui est i plus le pas, puis le troisième individu qui est i plus 2 fois le pas, et ainsi de suite. Vous allez comme ça arriver à l'ensemble de votre échantillon en parcourant l'ensemble de la base de sondage. Donc, si le pas est non entier, on arrondit vers le haut pour le point de départ, on ajoute le pas non entier et alors on arrondit vers le haut à chaque pas. Le tout, c'est d'avoir une systématique pour systématiquement faire la même chose et avoir les bons arrondis systématiquement pour chaque, je dirais, recrutement de personnes dans la base de sondage. La troisième méthode d'échantillonnage est le sondage stratifié. C'est sans doute la meilleure méthode d'échantillonnage, puisque dans certains cas, on peut craindre d'obtenir trop peu de sujets d'un sous-groupe particulier dans une population, alors qu'on peut supposer une fréquence particulière du phénomène dans ce sous-groupe. Et donc, on risque que l'échantillon de ce sous-groupe, de la population, ne permette pas de calculer un estimateur, une variable particulièrement, qui serait suffisamment précise ou présente dans les autres sous-groupes. Et donc, par le simple fait du hasard, on peut sans doute sous-estimer ou surestimer la fréquence d'un phénomène dans ce sous-groupe. Et donc, on veut faire une analyse stratifiée, un sondage stratifié, un échantillonnage stratifié, pour être sûr de bien recruter toutes des personnes de tous ces sous-groupes différents. Je vous explique ça sur base d'un schéma. Donc, on a une population grand N représentée par le cercle bleu, et donc on divise cette population en strates, qui sont en fait des sous-groupes mutuellement exclusifs, donc un sujet ne peut appartenir qu'à un seul groupe, une seule strate, et exhaustive, c'est-à-dire que la population se retrouve dans l'ensemble des strates. Donc il n'y a pas un individu qui est exclu d'au moins une de ces 6 strates. Donc on a ici une population grand N
qu'on a coupé en 6 strates, hein, on le voit bien, et donc on a en fait 6 sous-populations ou 6 strates avec chaque fois n sujets dans chaque strate. Donc l'échantillon est donc constitué par un sondage aléatoire simple dans chaque strate. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti de la population grand N, et puis donc on a défini des strates d'âge, de niveau socio-économique, de sexe, etc. En l'occurrence ici, on a une population avec 4 strates, et dans chaque strate, alors, on va tirer aléatoirement des individus, et c'est l'ensemble des individus de toutes les strates qui vont constituer votre échantillon. Donc, on tire au sort des unités dans chaque strate pour constituer l'échantillon, et bien sûr, au préalable, vous connaissez la taille attendue de l'échantillon. Donc, pour faire cet échantillonnage aléatoire stratifié, on sélectionne donc un échantillonnage aléatoire simple dans chaque strate. Mais comment est-ce qu'on choisit les strates? Et ça, c'est une question très importante. C'est quoi une strate? C'est une variable indépendante qui doit diviser complètement votre population et pour lequel il y a un intérêt de faire des comparaisons par la suite. Ça peut être une population coupée en deux, avec le sexe, homme-femme, en fonction de catégories d'âge. Vous catégorisez votre population, les moins de 20 ans, les 21-30 ans, les 31-40 ans, etc., etc. Vous pouvez stratifier votre population en fonction des catégories socio-professionnelles. Pour autant, vous avez une bonne nomenclature sur ces catégories socio-professionnelles. Vous pouvez les catégoriser en fonction du niveau financier ou d'autres variables, par exemple les régions, les provinces, etc. Donc il y a beaucoup de variables potentiellement de stratification. Très important, c'est que dans l'ensemble de cette stratification, il faut que les personnes soient toutes reprises, bien sûr, et elles ne sont reprises qu'une seule fois dans une strate. Et donc, concrètement, on choisit des strates administratives, des strates d'âge, des strates en fonction du milieu rural, urbain. Et donc, dans chaque strate, il nous faut des bases de sondage. Il nous faut des listes, des personnes, des unités de sondage, et on aurait une bonne précision dans cette méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié si on a une bonne homogénéité intrastrate, donc si les individus se ressemblent à l'intérieur de la strate, et on a une bonne hétérogénéité interstrate, donc si les caractéristiques des personnes ou des unités d'échantillonnage se différencient très fort d'une strate à l'autre. Alors pour faire cet échantillonnage aléatoire stratifié, on a différentes manières de faire de l'allocation des sujets dans chaque strate. Soit on fait une allocation quelconque, je prends un exemple, j'ai une population avec mes 6 strates, et ben je choisis que dans la strate 1, je recrute 200 personnes, dans la strate 2, je recrute 500 et je n'ai pas de règles particulières. Soit je fais une allocation égale, donc j'attribue le même nombre de sujets dans chaque strate, soit je fais une allocation proportionnelle, la proportion de chaque strate de l'échantillon est la même que la proportion de la strate dans la population, ou je fais une allocation optimale pour gagner en termes de précision avec éventuellement, je dirais, à l'aide de logiciels statistiques. Mais en épidémiologie opérationnelle, on va faire essentiellement soit de l'allocation égale, soit de l'allocation proportionnelle, et je vous explique tout de suite ces deux types d'allocation. Regardez ici. J'ai une population grand N qui est constituée d'habitants qui se répartissent dans des strates. Regardez, la strate 1 est composée de 10 000 habitants, la strate 2 de 7 000, la strate 3 de 5 000 et la strate 4 de 2 000 habitants. Donc on a des grandes strates et des plus petites strates. L'allocation égale, c'est de se dire, mais non, on ne regarde pas la taille de la strate dans la population mère et on alloue le même nombre de personnes de chaque strate pour constituer l'échantillon. Si votre échantillon attendu est de 2000 personnes, eh ben, vous allez recruter aléatoirement 500 personnes dans la strate 1, 500 personnes dans la strate 2, 500 personnes dans la strate 3, 500 personnes dans la strate 4. Et donc, on voit que les petites strates sont autant représentées dans l'échantillon que les grandes strates. C'est ce qu'on appelle l'allocation égale. L'allocation proportionnelle à la taille de la population, ben, simplement, on va recruter dans l'échantillon le nombre de personnes dans chaque strate proportionnellement au poids de cette strate dans la population d'origine. Et si la strate 1 correspond à 40% de la population mère, eh ben, il faudra qu'elle corresponde à 40% de l'échantillon. Et ainsi de suite. Donc, les petites strates seront représentées faiblement dans l'échantillon proportionnellement à leur poids dans la population mère, et les grandes strates seront plus représentées dans l'échantillon. C'est ce qu'on appelle l'allocation proportionnelle à la taille. Alors posez-vous la question, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux types d'allocation? Mais l'allocation égale, on va surtout l'utiliser
lorsqu'on voudrait que les caractéristiques de petites strates de la population, de petits groupes de la population, soient absolument représentées dans l'échantillon. Si j'ai une population qui représente 5% de ma population mère, mais qu'ils ont des caractéristiques particulières en termes sociaux, culturels, etc., et je voudrais que ces caractéristiques apparaissent dans l'échantillon, dans mes résultats de mon étude, parce que j'ai des hypothèses de recherche basées sur ces variables, alors il faut faire une allocation égale, il faut donner plus de poids à ces populations qui ont ces caractéristiques particulières. Si vous ne voulez pas ça, vous ne voulez pas ça et vous voulez vraiment que ce soit très représentatif de votre population mère, vous faites alors plutôt une allocation proportionnelle qui est vraiment la meilleure méthode, je dirais, d'allocation des individus dans l'échantillonnage stratifié. Alors, dans cet échantillonnage stratifié, comme je viens de le dire, l'allocation proportionnelle est le meilleur choix parce que l'échantillon est autopondéré, parce que l'échantillon est plus représentatif de la population mère et parce que les calculs des estimations sont plus simples. Si on a une strate trop petite, ou qu'on veut absolument représenter dans l'échantillon, alors on préfère bien sûr, comme je l'ai dit, l'allocation égale. Mais pourquoi est-ce qu'on veut stratifier? On veut stratifier parce que notre population est composée de sous-groupes qui devraient être tous représentés dans l'échantillon. Et si je fais de l'échantillonnage aléatoire simple dans cette population, ben, le hasard peut faire en sorte que certains sous-groupes ne soient pas représentés dans votre échantillon. Donc la stratification a comme intérêt d'obliger une représentation dans l'échantillon au moins d'individus de toutes les strates. Et puis alors, la quatrième méthode d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage en grappes. Alors, cette méthode d'échantillonnage est un peu plus complexe, mais c'est celle qu'on utilise très fréquemment sur le terrain, surtout lorsque les bases de sondage ne peuvent pas être établies ou ne sont pas existantes. Puisque vous savez que dans les échantillonnages aléatoires simples et stratifiés, on a besoin de ces bases de sondage. Mais si la population est très grande, si on a des difficultés pour construire une base de sondage précise ou que ça la coûte trop cher, si la population est très dispersée et donc on ne peut pas envisager un échantillonnage aléatoire simple ou d'aller dans toutes les strates pour recruter des personnes parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, et on n'a pas les ressources humaines pour le faire, alors la solution c'est l'échantillonnage en grappes, qui consiste à diviser la population en groupes, qu'on va plutôt ici appeler grappes, mutuellement exclusives et exhaustives, et à faire une sélection d'un nombre réduit de grappes. Donc par rapport à l'échantillonnage stratifié, on divisait la population en strates, et toutes les strates étaient représentées dans l'échantillon. Ici c'est différent, on va diviser la population en groupes ou en grappes, mais seulement quelques grappes vont être sélectionnées pour constituer l'échantillon final. Donc les éléments de l'échantillon sont ensuite extraits des grappes sélectionnées. La première étape est donc de diviser la population en grappes ou groupes mutuellement exclusifs et exhaustifs. Et ces choix d'unités de premier degré sont pas aussi diversifiés que dans un échantillonnage stratifié. Donc c'est-à-dire que les groupes doivent avoir des frontières clairement identifiables et stables, doivent couvrir complètement la population appropriée, doivent de préférence avoir une taille identifiable, doivent être cartographiés, doivent couvrir tout le pays, la zone, la région, la province, et le nombre d'unités doit être relativement élevé. En fait, concrètement, l'échantillonnage en grappes va travailler essentiellement avec des grappes que sont les communes, les lieux de résidence, les villes, les quartiers, les unités statistiques, mais ce sont en effet des unités géographiques bien délimitées sur un plan géographique. Et donc, une grappe sera un village, une commune, parce que chacun est résident à un seul endroit. Et donc, on va prendre ça, je dirais, comme unité de découpage de la population dans l'échantillonnage en grappes. Alors, concrètement, pour faire cet échantillonnage, la première étape est donc de diviser la population en grappes, en groupes mutuellement exclusifs et exhaustifs. Et comme on vient de le discuter, essentiellement, ce sont des communes, des villes, éventuellement des quartiers. La deuxième étape, on va sélectionner par une méthode d'échantillonnage aléatoire un certain nombre de grappes. Comme je vous l'ai dit, toutes les grappes ne vont pas contribuer à l'échantillon, il faut en sélectionner. Et pour ça, on va prendre l'échantillonnage aléatoire simple. Donc parmi, je sais pas moi, les 150 grappes, on va en tirer 10, 20, 30, 40 en fonction de vos ressources, par un échantillonnage aléatoire simple, soit par un échantillonnage systématique, soit par un échantillonnage en grappes avec probabilité proportionnelle à la taille. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Et puis, une fois qu'on a sélectionné les grappes qui vont contribuer à l'échantillon, la troisième étape, ça consiste à sélectionner de façon aléatoire des personnes, des sujets dans les grappes sélectionnées.
Et donc c'est bien un sondage en grappe à deux niveaux et on veut qu'il y ait le même nombre de personnes sélectionnées dans chaque grappe pour constituer l'échantillon. Je prends ici ma population grand N que j'ai divisée en grappes, en groupes. Ça peut être une commune par exemple. Ces grappes sont bien mutuellement exclusives et exhaustives et seulement quelques-unes de ces grappes vont contribuer à l'échantillon final petit n et on les a sectionnées ces grappes par une méthode d'échantillonnage aléatoire simple, systématique ou proportionnelle à la taille des grappes. Et donc on est bien avec une population constituée de G grappes mutuellement exclusives et exhaustives sélectionnées par tirage aléatoire simple ou systématique. L'avantage de l'échantillonnage en grappes, c'est qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une base de sondage des individus. Une liste de grappes suffit. Donc j'ai l'ensemble de la liste de mes villages, de mes communes, de mes villes, et ce sont toutes des grappes. Et donc bien sûr, sur cette base-là, je vais en sélectionner certaines d'entre elles. L'inconvénient, c'est que le sondage est moins précis que le sondage aléatoire simple et que l'analyse doit prendre en compte l'effet grappe, ce qui est plus complexe, et je vais revenir sur cette notion d'effet grappe. Donc concrètement, je prends l'exemple ici d'un échantillonnage en grappe avec probabilité proportionnelle à la taille. Et donc pour cet échantillonnage à plusieurs étapes, le calcul des estimations, des paramètres de population sont complexes et il faut en tenir compte dans chaque étape. Je prends l'exemple des méthodes PEV, des méthodes PEV, donc des programmes élargis de vaccination dans toute une série de pays, pour lesquels on va utiliser les méthodes d'échantillonnage en grappe pour calculer les couvertures vaccinales ou pour mesurer d'autres fréquences potentiellement de problèmes de santé. L'échantillonnage en grappe en deux étapes, on prend donc 30 grappes, qui sont 30 villages, et on définit qu'on veut 7 enfants, 7 personnes, 7 unités dans chacune des grappes sélectionnées. Et on veut que les grappes les plus importantes soient plus représentées que les petites. Et comment on fait ça? Il y a deux façons de le faire, et c'est bien sûr le recrutement qui est proportionnel à la taille des grappes. Donc on va faire une fréquence absolue cumulée des unités de la première base de sondage, par exemple l'ensemble des villages. Ensuite, on choisit X nombre aléatoire entre 1 et la taille totale de la population, le n cumulé. Et puis alors, on va sélectionner des grappes par échantillonnage systématique sur base d'un pas d'échantillonnage, le petit k, qui est calculé sur base de la population totale cumulée sur le nombre de grappes attendues. Et ça, c'est le pas. Et on détermine d'abord I, qui est le point de démarrage aléatoire, qui va déterminer la première grappe, et puis la seconde grappe sera systématiquement celle-là avec le K, le petit k, et puis la troisième grappe sera celle-là avec 2 fois K, etc., etc. Et vous allez comme ça parcourir toute la base de sondage de vos grappes et sélectionner les 30 grappes attendues. Donc, on fait cette population cumulée, et donc pour sélectionner ces grappes, donc, il faut d'abord fixer un intervalle d'échantillonnage. Je vous le rappelle que, par exemple, dans une population totale de 94 731 personnes, si vous voulez travailler avec 30 grappes, ben, votre intervalle d'échantillonnage ou le petit k est à 3158. Et donc, vous allez d'abord calculer et choisir une première grappe entre 1 et 3158. Et donc ça et vous allez tirer aléatoirement ce nombre. Et ce premier nombre, c'est votre première grappe. Et puis la deuxième grappe sera de ce nombre, on rajoute l'intervalle d'échantillonnage et ainsi de suite pour recruter toutes les autres grappes. Donc le nombre aléatoire sert à déterminer donc le point de départ pour la première grappe. Sa valeur doit se situer dans la fourchette entre 1, 0, 1 et l'intervalle d'échantillonnage. Et comment vous choisissez ce nombre aléatoire? Sur base d'un logiciel de type EpiInfo, vous allez dans votre logiciel Excel et vous demandez un nombre aléatoire entre 0 et le chiffre de l'intervalle d'échantillonnage, etc., etc. C'est la grappe initiale. Donc la première grappe correspond au village ou à la ville dont la population cumulée est égale ou supérieure au nombre aléatoire. La deuxième grappe correspond au village dont la population cumulée est égale ou supérieure au nombre aléatoire auquel on a ajouté l'intervalle d'échantillonnage et ainsi de suite. On rajoute chaque fois l'intervalle d'échantillonnage pour parcourir l'ensemble des villages et sélectionner donc ceux qui doivent être sélectionnés. Et vous comprenez bien que dans cette méthodologie, les grands villages, ceux qui ont des nombres d'habitants plus importants, ont une probabilité plus importante d'être repris comme une grappe
Même parfois, ils peuvent constituer plusieurs grappes. Hein. Un grand village ou une grande ville peut constituer plusieurs grappes parce que leur nombre d'habitants est très important et beaucoup plus important que l'intervalle d'échantillonnage. Donc, on va systématiquement recruter plusieurs grappes dans, je dirais, ces lieux de population en grand nombre. Donc, nous sommes bien dans ces enquêtes nutritionnelles ou ces enquêtes de vaccination dans des méthodes d'échantillonnage en grappes à 2 degrés. Le premier degré, c'est qu'on sélectionne des grappes, hein, dans des villages par exemple, et puis après, au sein des grappes sélectionnées, on va sélectionner des individus d'un groupe d'âge défini, bien sûr, hein, qui rentrent dans votre échantillon, ça vous le définissez dans votre protocole, et vous allez sélectionner alors ces personnes dans chaque grappe. Et puis, il y a quand même un problème d'un biais dans la méthode. C'est ce qu'on appelle l'effet grappe. C'est-à-dire que les individus d'une même grappe ont une probabilité d'avoir des caractéristiques communes. C'est-à-dire que lorsque vous recrutez des enfants pour un problème nutritionnel ou de vaccination dans un même village, vous risquez d'avoir les mêmes caractéristiques, je dirais, de couverture vaccinale ou éventuellement de malnutrition chronique, parce que le village est homogène en termes sociaux, économiques, etc. Et donc, c'est le problème, je dirais, de cette homogénéité au sein de la grappe. Et donc, pour cela, la solution, c'est d'accroître la taille d'échantillon, c'est donc de tenir compte de ce qu'on appelle de ce manque de précision, ce qu'on appelle l'effet grappe. Et donc, pour cela, on va augmenter la taille de l'échantillon pour essayer de gagner en précision statistique et épidémiologique. Voilà, ce qui termine, je dirais, ce module de présentation des 4 méthodes d'échantillonnage. Maintenant, de façon plus précise, nous allons voir comment calculer la taille de l'échantillon.